Ho ho ho, bonjour à tous. En attendant l'UFC 310, j'ai eu le temps de me pencher sur l'événement suivant qui aura lieu dans la nuit du 14 au 15 décembre en Floride à Tampa avec beaucoup de combats. Je sais plus si on doit être à 14 ou 15 combats, je pense qu'il y a même des numérotés cette année où contenait moins de combats. Une carte encore une fois très riche avec beaucoup de choses intéressantes. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir les enjeux qui peuvent se cacher derrière chaque combat. Vous le savez maintenant. Et donc, alors, pour l'ordre des combats, je vous avoue qu'à chaque fois que je regarde sur le site de l'UFC, ça change tous les 2 jours. Donc, à chaque fois, même pendant la Fight Week, on sait pas trop dans quel ordre ce sera. Là, je vous livre un peu l'analyse des combats dans l'ordre dans lequel ils sont affichés à l'heure actuelle quand j'enregistre. Mais il se peut que ça change d'ici là. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. Je vous souhaite une bonne écoute. Et on enchaîne avec Rodriguez contre Knudson. Alors sur ce combat, pas mal de choses que j'attends de voir, c'est pour ça qu'il me tarde d'en parler. Knudson qui elle était sur le radar dès son arrivée. Et pourquoi ? À un moment très particulier, c'était au niveau de la pesée officielle. C'était un événement mexicain, si je dis pas de bêtises, à Las Vegas, à T-Mobile Arena. C'était l'affrontement entre Grasso, Shevchenko et Knudson qui venait d'avoir une victoire en Dana White Contender Series. Avait pris un short notice pour affronter Man. En fait, pendant cette pesée, elle arrive surmotivée, surexcitée, vraiment à balle. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Déjà, elle a envie de faire le show, très bien. Je vois le combat, et le combat se déroule très bien, puisqu'elle arrive à faire une domination. Je crois que le score était à 30-25, il faudra voir un peu la scorecard, mais je crois que c'était ça, alors qu'elle était en short notice. Et là, forcément, elle reste donc sur le radar. À l'heure actuelle, elle est toujours invaincue, elle est à 9-0, elle a 28 ans et elle est suédoise. Qu'on pourrait entendre à son sujet du fait qu'elle soit suédoise, c'est que à l'époque où Chimaev s'entraînait en Suède, elle était dans la même salle. Donc on pourrait sous-entendre que oui, elle a pu bénéficier de bons conseils au niveau de sa lutte et de son sol. On va y revenir parce qu'il y a eu un frein pour moi vis-à-vis des attentes que je pourrais avoir concernant Knudson, c'est son dernier combat contre Polastri. Alors Polastri, elle est sortie à peine des Dana White Contender Series, et du coup cette fois-ci la victoire n'a pas été pour Knudson aussi facile que contre Man. Là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi s'étonner parce qu'elle est censée monter au niveau de l'opposition qu'on lui met en face, c'est normal. Après sa victoire contre Verbeek, elle arrive short notice contre Man, mais Man, même si elle était en short notice, Man, c'est pas une combattante qui a le calibre de l'UFC. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais pour moi, d'accord, pour être sur une scène régionale, je dis pas, mais là, on voit que Man est très très limité. Et pour Polastri, on se rend compte que c'est déjà plus difficile, déjà beaucoup moins sensible aux frappes de Knudson. Elle lui a donné du fil à retordre. Notamment, on a vu une Knudson qui peut être amenée au sol très facilement dans la cage, en milieu de cage. Quand c'est contre la cage, on sent qu'au niveau du clinch, Knudson elle a d'expérience, elle sait très bien s'en sortir, mais là on a vu déjà cette faiblesse-là. Ensuite, on a vu également que au sol, sa défense au sol, elle est un peu hasardeuse, tout comme d'ailleurs quand elle est dominante au sol. Ça lui a pris du temps, un peu trop, pour se dépatouiller d'une Polastri qui avait pris la monte et commençait à aller enchaîner ground and pound à la fin du premier round. Heureusement, on voit qu'à la 3e reprise, effectivement, c'est juste une question de temps, parce que dès qu'elle a eu l'occasion, elle a réussi à renverser la situation et prendre la position dominante. On a vu déjà ces limites-là, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, en fait, chez Knudson, sur ce combat contre Polastri, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce combat. C'est-à-dire qu'elle a pas vraiment apporté grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'elle avait montré contre Verbeek et contre Man, surtout contre Verbeek. Si elle était assez dominante contre Man, on la voit toujours très vive, avec une très large variété de frappes. On a vu encore contre Polastri qu'elle arrivait à faire montrer un très bon kickboxing, et même, je me demande si elle n'a pas eu des cours de Muay Thai, parce qu'on l'a vu envoyer des coudes et surtout des genoux à foison. Mais, oui d'ailleurs, Knudson vient à la base du kickboxing, et ses 2 seules défaites sont en kickboxing. En MMA, c'est en MMA qu'elle reste invaincue, qu'elle est à 9-0. Le problème, donc, ça va être ces patterns qu'on va retrouver de combat en combat. Quand je dis ça, alors, pour faire vite fait, en gros, on va avoir déjà ces front kicks, beaucoup de front kicks, push kicks, stop kicks, surtout les push kicks qui vont me permettre, et là c'était la stratégie contre Polastri, c'était flagrant, et puis le camp n'arrêtait pas de lui répéter,
push kick, une fois que l'adversaire est à la cage, y aller avec des frappes, reculer, y aller avec des frappes, renvoyer des push kicks pour la maintenir contre la cage. Très forte là-dessus, c'est assez, j'ai envie de dire, chiant pour son adversaire, parce que Polastri, elle en pouvait plus à la fin, elle dit c'est bon, ça me saoule, c'est pas vraiment des gros dégâts, c'est juste que c'est chiant quoi. Donc au niveau des autres patterns, on a ce fameux high kick qui va être une espèce de préambule à un assaut juste derrière. Donc l'high kick déjà, il est bien placé, c'est un bon high kick, mais derrière, ça suffit pas, elle va tout de suite partir à l'assaut de son adversaire et enchaîner les frappes. Ensuite, il y a ce crochet du gauche sur les ruptures de contact. Il y a effectivement ce cross jab pour contrer l'adversaire qui va rentrer dans la zone, se rapprocher. Les genoux sautés. Les genoux, on a vu beaucoup au contact contre Polastri, mais elle a quand même continué d'envoyer ses genoux sautés. Et il y a un truc assez particulier, ça va être au niveau de ses déplacements. Elle a d'excellents déplacements, mais elle n'en profite pas pour varier ses entrées. Ça, on l'a vu contre Verbeek, et elle recule en ligne quand l'adversaire commence à l'assaillir. Heureusement, ça se corrige. Alors, ça se corrige au 3e round. Donc, contre Verbeek, je comprends qu'elle fasse ses adaptations au fur et à mesure du combat. Par contre, depuis ce temps-là, je ne comprends pas, par exemple, contre Polastri, pourquoi on a vu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle est capable de bien se déplacer, mais elle profite pas pour varier ses entrées pendant les 2 premiers rounds. Elle recule toujours en ligne pendant les 2 premiers rounds. Et c'est seulement à partir du 3e round, on va voir d'autres angles d'attaque, elle varie les timings, elle varie les angles, et là ça devient très intéressant au niveau de ses frappes. Mais pourquoi attendre le 3e round? Ça je ne comprends pas. On a vu de nouvelles choses, mais vraiment, non, quand je dis on a vu de nouvelles choses, on n'a rien vu vraiment de nouveau, hein. À part un bon 1-2, un Murphist, sinon sur tout le combat contre Polastri, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est de se dire, ok, il y a de quoi faire avec Knudson, elle a envie d'être là, elle a envie de se battre, mais si elle ne change pas son jeu, n'importe quel adversaire, parce que là elle était en bas de tableau, mais quand elle va commencer à monter, et là ça commence à être le cas avec Rodriguez, l'adversaire en face, mettons que ce soit une combattante aguerrie qui sort d'une défaite et qui a besoin d'un combat de relance, suffit qu'elle voit les enregistrements, qu'elle voit quel est le style de Knudson et comment elle se bat, et ben il suffit d'un bon game plan, d'une bonne équipe qui prépare un bon game plan à l'adversaire, et puis c'est bon, Knudson elle va avoir sa défaite. Donc va vraiment falloir qu'elle change, en tout cas de façon de combattre, façon de gérer son combat. Je pense que sinon elle va vite s'arrêter et va rester dans le top 30, top 25 de la KT. Ce qui est le cas par exemple de Rodriguez ici, c'est-à-dire qu'elle est... alors Rodriguez elle vient du Venezuela, elle est à 9-2 en carrière, ça a vérifié. Elle fait 2 combats en 2023, 2 combats en 2024. Et Rodriguez a déjà une meilleure adversité on va dire en carrière. C'est une ancienne championne du LFA, elle a fait les Dynamite Contender Series, elle est rentrée donc du coup à l'UFC. 2 victoires, donc une contre Sam Hughes, ensuite une défaite contre Gillian Robertson, qui s'excuse grandement parce que Gillian Robertson, pour moi, c'est le top 10 de la KT, donc là, ça peut se comprendre. Elle partait ensuite favorite contre Carnelossi, et là, contre Carnelossi, bon là, on va en entendre parler, mais c'était ce coup de boule au sol. Elle était dans la garde, peut-être qu'elle voulait se replacer, je ne sais pas, en tout cas elle met un coup de boule à son adversaire, je trouve que l'arbitre a eu raison de la disqualifier. Par contre, dans ce qu'on peut voir sur les combats de Rodriguez, alors déjà pour revenir sur ce que je disais par rapport à Knudson, c'est que Rodriguez, elle est déjà un peu plus aguerrie que les adversaires qu'a eu Knudson jusque-là. Alors de là à dire que elle est prête à avoir un game plan particulier adapté à Knudson, que son camp la prépare, qu'elle va l'appliquer correctement, je ne sais pas, c'est aussi une des questions que j'ai, on pourra peut-être avoir les réponses. Si Knudson va reproduire les mêmes schémas, et est-ce que en face, l'adversaire va avoir les réponses à ces schémas qu'on a déjà vus? Est-ce qu'il y a cette adaptation-là? Parce que Rodriguez, sinon, à part ça, elle a une très mauvaise précision, vraiment un arsenal assez limité, en tout cas en début de combat, il faut vraiment tarder pour voir des kicks ou quoi que ce soit, et encore ces kicks qui sont pas extraordinaires, elle peut lancer un super front kick, mais là-dessus, Knudson a toujours les réponses, ça va être des middle kicks ou des calfs en contre, elle va les éviter, elle a des bonnes esquives Knudson là-dessus. Ça peut se jouer à la cage, on sait que Rodriguez a un excellent clinch à la cage, avec des genoux, des coudes, des tentatives de soumission, elle varie ses combinaisons, et au sol, elle va chercher la monte et le ground and pound. Mais je pense pas que ça puisse vraiment poser de gros problèmes à Knudson qui serait en train de s'améliorer. Si Knudson ne s'améliore pas, ça va poser des problèmes à Knudson,
Et le combat risque, en tout cas au niveau du pronostic, ça risque d'être très serré, de se dire laquelle de deux peut l'emporter. Ça va, selon moi, aller à la décision. C'est tout ce que je peux dire, et ça sera sûrement une split. Ceci dit, sur le papier, après cette défaite contre Robertson, Rodriguez se retrouve avec une autre défaite par disqualification, et je me demande même si à ce point-là de son parcours à l'UFC, une troisième défaite consécutive ne vaudrait pas d'être exclue du roster. Ce qui signifierait qu'elle devrait tout donner dans ce combat et vraiment arriver bien préparée pour ne pas perdre sa place. Et c'est justement, encore une fois, pour moi, là que reposent les clés de l'affrontement en fait. C'est aussi pour ça que j'insiste sur ce point dans cette analyse. Pour moi, là, il faut vraiment que Rodriguez arrive bien préparée et elle aura, à mon avis, ses chances pour infliger la première défaite à Knudson et lui prendre son 0. C'est une probabilité, je pense, qui peut ramener les prédictions à 55-45 en sa faveur. Voilà pour ce combat. Ensuite, on va avoir une opposition entre un vétéran et une jeune recrue en bantamweight, puisque Davy Grant affrontera Taveras Ramon. Davy Grant, 13-7 en carrière, par contre 6-6 à l'UFC. En face, Ramon Taveras, qui lui vient d'arriver à l'UFC, donc il a 10-2 en carrière. Davy Grant, 38 ans, quelque chose comme ça. Il a déjà affronté du beau monde, on parle de Marlon Vera, Adrian Yanez, Daniel Marcos, Jonathan Martinez. C'est vrai que dans la catégorie, il a déjà fait pas mal de combats contre des personnes qui aujourd'hui sont dans le top 10 ou dans le top 15, ou s'en approchant. Ce que j'ai envie de dire déjà, il n'a pas combattu depuis 1 an et demi. Son dernier combat, c'est une défaite contre Daniel Marcos. Ceci dit, cette défaite à la split décision où il était à domicile, à Londres, je ne suis pas d'accord avec ce score. Effectivement, je pense qu'il a gagné le combat. Je n'ai même pas de doute sur le score. Je lui donne un 30-27. Il devait affronter Cody Gibson, ceci dit, en mars cette année. Ça ne s'est pas fait. Voilà, il a 1 an et demi d'inactivité, on va dire. On va voir ce que ça va donner quand il va revenir dans la cage avec tout ça derrière lui. De l'autre côté, Taveras Ramon, alors là c'est un parcours assez particulier puisqu'il était arrivé au Dynamite Contender Series contre Sidé, c'était en 2023, oui voilà. Il est victime entre guillemets d'un arrêt prématuré de l'arbitre puisque l'arbitre attend le combat et donne la victoire à Sidé. Heureusement, Dana White n'est pas d'accord avec cette décision et du coup lui redonne une chance l'année suivante la même année, 1 mois plus tard, pour une autre session de Dana White Contender Series, cette fois-ci contre Cortavius Ramius. Il obtient une victoire par un KO au premier round. On verra par la suite que Cortavius Ramius lui aussi aura une nouvelle chance au Dana White Contender Series et intégrera l'UFC. Son premier combat donc officiel à l'UFC, c'est une revanche contre Sidé. Justement, une revanche contre Sidé, qui l'emporte à la décision, une split décision. Il faut savoir que sur ces 2 combats contre Sidé, à chaque fois il a raté la pesée. Sa victoire contre Sidé, là aussi, moi je la conteste un peu. Je trouve que certes, le premier round, il peut le gagner, c'est serré. Par contre, il perd le 2e et le 3e round. Donc on se retrouve dans une configuration où d'un côté, on a Grant qui a, selon moi, gagné un combat, mais que les juges ont donné à son adversaire. Et de l'autre côté, Taveras qui vient de remporter un combat pour les juges, mais qui, selon moi, vient de le perdre. Donc ça va être intéressant à voir par la suite ce que ça va donner, sachant que effectivement, Taveras, lui, est une nouvelle recrue. Certes, lui aussi aurait dû avoir un combat plus tôt dans l'année contre Colin Loughran, ça ne s'est pas fait. Le voilà donc en fin d'année avec un contrat contre Davy Grant. Sur le papier, on pourrait croire que Davy Grant, malgré son âge, il vient d'une défaite, on est en bantamweight, 38 ans, ça compte quand même, se retrouve derrière, parce que Taveras, lui, 30 ans, il est gaucher, et il a un niveau plutôt correct, et il pourrait surpasser en vivacité, on va dire, Grant Davy. On a vu effectivement que l'âge se faisait ressentir sur un manque de vivacité à certains moments dans son dernier combat déjà. Ceci étant dit, Grant Davy a toujours un excellent cardio. Et ça peut jouer en sa faveur. En face, Taveras, il a un solide bras arrière et il est durable. Une autre particularité dans ce face-à-face, c'est que Grant Davy n'a jamais perdu par KO. Il a perdu par soumission, il a perdu par décision. Et de l'autre côté, Taveras, lui, ses seules défaites sont par KO. Il n'a jamais perdu par soumission ni par décision. Est-ce que pour autant, Grant, la plupart de ses victoires sont par KO
Et est-ce que Taveras, ses plus grandes victoires sont par soumission ou décision? Et B, pas finalement, parce que Grant a beaucoup de victoires par soumission, là où Taveras a plus de victoires par KO. Ce n'est donc pas joué d'avance sur le papier. Maintenant, on peut rentrer dans le détail un petit peu du déroulé de leur combat à chacun. On va commencer par Taveras. Taveras, donc, sur son deuxième combat pour remporter la World Contender Series, on voit qu'il part à la bagarre et qu'il est capable de faire d'excellentes esquives pendant les brawls, et qu'il est capable de varier ses frappes en anglaise pendant le brawl, c'est-à-dire qu'il a envoyé quand même des gros crochets au corps, être capable de frapper au visage, au corps, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va faire tomber Rumius. Ça se confirmera dans son combat suivant contre Sidé, ça a cette revanche, où son bras arrière est une véritable menace, autant dans les échanges, autant pour contrer les entrées quand l'adversaire rompt la distance. En contre, vraiment à toutes les sauces, ce bras arrière, ce bras gauche, devient une menace dans quasiment tous les échanges. Il est capable, même s'il est gaucher, de changer de garde. Il est capable de frapper et ressortir, même si il préfère rester toujours dans la boxing range. On l'a vu faire des jab 2 en ligne. Comme je disais, il confirme qu'il est capable d'esquiver pas mal de frappes. En défense de lutte, on a vu d'excellents sprawls. Il s'est pris quand même beaucoup de frappes, mais il n'est pas tombé. Ce qui contraste un petit peu avec, comme je disais, son palmarès où ses défaites ne sont que par KO TKO. Le problème qu'on a vu dans ce combat, donc en 3 rounds contre Sidé, c'est qu'il commence à manquer de précision dès la fin du deuxième round. Pas mal au troisième round de frappes dans le vent, surtout quand il essaye d'envoyer des crochets isolés alors qu'il est acculé à la cage. Il cherche à contrer, mais il n'y arrive pas forcément. En face, Grant Davey, c'est un excellent kickboxer. Vraiment des bons push kicks, des grands high kicks, très fort là-dessus. La lutte, il n'aime pas trop ça. Il est capable d'envoyer d'excellentes combinaisons, d'envoyer des 1-2 bien ancrés, d'envoyer des bons genoux pour contrer les entrées adverses. Il est capable de faire de bonnes esquives sur le côté, en faisant des side steps. Techniquement, dans ce combat, l'opposition entre Grant et Taveras, on va avoir d'un côté Grant qui est capable d'envoyer des très bons kicks pendant tout le combat, là où Taveras, lui, de son côté, est vraiment, vraiment vulnérable aux kicks. Il se mange beaucoup de kicks, il n'est pas capable de les gérer. Par contre, dans tous ces échanges, il est capable d'envoyer des body shots. Et les body shots, ça va être un point faible de Grant, de son côté. Concernant le grappling, je serais bien incapable de vous prédire comment ça va se dérouler sur ce combat. Je manque en fait d'informations concernant Taveras là-dessus. Et je pense que debout, il ne faut pas enterrer Grant trop vite, ce n'est pas parce qu'il est âgé. Je pense que il est quand même capable d'envoyer toujours de bonnes prestations. Le scénario que j'envisage, c'est Grant qui va qui va repousser Taveras à la cage en utilisant des kicks. De son côté, Taveras, vraiment, il n'est pas à l'aise quand il est acculé. Il se fait assez vite cadrer. L'opportunité qu'il aura là, c'est d'envoyer des bonnes frappes à mi-distance. Je ne pense pas que Grant le laisse faire. Il est capable d'esquiver les contres, on l'a vu contre Marcos. Surtout qu'il a tendance à tout de suite reculer après avoir envoyé ses frappes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un combat fraud-check pour Taveras, mais je pense que là, il va y avoir un grand défi pour lui. C'est à lui, là, dans ce combat, de montrer ce dont il est capable contre un vétéran. Grant, de son côté, a toutes ses chances s'il arrive à maintenir Taveras à distance. Je ne vois pas d'autres menaces à part ce bras arrière à cette distance-là, et je pense qu'il est capable de l'esquiver. Maintenant, si ça va à la décision, difficile de prévoir comment les juges vont percevoir ce combat. Est-ce qu'il y aura encore un vol? Est-ce que Taveras va encore récupérer une victoire et Grant va avoir une défaite alors que il aurait envoyé plus de frappes, il aurait eu plus d'impact dans le combat? C'est un peu l'inquiétude que j'ai sur cet affrontement. Pour moi, je vois un 55-45 en faveur de Grant. Dans les catégories féminines, en flyweight, on aura cet affrontement entre Miranda Maverick et Jamie Lynn Hort. Je vois pas trop pourquoi ce combat est programmé là comme ça maintenant. Jamie Lynn Hort vient de combattre il y a 1 mois à domicile, c'était au Canada donc. Maverick est sur une série de 3 victoires consécutives, elle est actuellement 12e à l'UFC. Pourquoi affronter Jamie Lynn Hort qui elle n'est même pas encore dans le top 15? Je pense que Maverick aurait de quoi faire dans le top 10 pour avoir une belle opposition et voir si elle peut monter dans le classement.
Là, elle doit juste empêcher Hort d'atteindre le top 15. Alors certes, Hort elle va être motivée pour atteindre le top 15, ce qui pourrait justifier qu'elle combatte maintenant. Mais il n'y a pas eu de désistement, il n'y a pas eu de... Là, c'est vraiment comme ça le combat a été annoncé. Et ben, on va faire avec. Sachant que Maverick, niveau de son palmarès à l'UFC, on a quand même 3 défaites qui sont des bonnes défaites, hein. Macy Barber, Erin Blanchfield, Jasmine Jasudavicius. Donc une bonne combattante qui à mon avis a tout à fait sa place dans le top 15, voire le top 10, même si ça se dispute quand même encore dans le top 10. Hort, Jamie Lynn, je vais pas vous mentir, dans ce match-up, il y a un écart de niveau entre les deux combattantes. Même, je suis gentil quand je dis 1. Hort, ça vient d'une split, ça vient de remporter une split donc contre Macedouardi. Non, c'était contre Petrovic. Macedouardi, c'était avant. C'était contre Petrovic, donc il y a un mois. C'était un combat très difficile à scorer. Moi-même, personnellement, je ne saurais. Voilà, j'ai vraiment du mal. C'est normal que ça finisse en split décision, c'est une décision partagée, ça se comprend. Ça aurait pu être l'une ou l'autre. Bon, là, c'est Hort. Elle avait perdu une décision partagée précédemment, donc contre Véronique Hardy. Je pense pas que à l'heure actuelle, elle ait sa place dans le top 15, vu ses dernières prestations, et je pense c'est un peu tôt pour elle, là. Elle a certes de très bons atouts, notamment son grappling. Elle est très forte. Elle est excellente en général en lutte et au sol, donc. Et c'est une bonne chose parce que ça pourra éviter dans son combat contre Maverick qu'elle subisse un trop gros grand and pound quand elle sera sur le dos au sol, parce qu'elle a une excellente défense au sol. Elle peut sweep. Donc elles sont toutes les deux gauchères. Miranda Maverick, donc qui nous vient des États-Unis. Elle a 27 ans. Elle est favorite à tous ses combats. Miranda Maverick n'a jamais été finie. Elle a plutôt un bon fight IQ. Elle est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Elle est assez athlétique. Dans ce match-up, parce que je vais pas faire tout le détail des combats de chacune, dans ce match-up, ce qui à noter, c'est qu'au niveau du grappling, la lutte et le sol, elles sont toutes les deux suffisamment douées défensivement pour ne pas se faire avoir par leur adversaire. Donc les tentatives seront, je pense, annulées à ce niveau-là. Ça pourra toujours se compter en temps de contrôle. Je doute qu'il y ait des soumissions ou des définitions sur ce plan-là. Jamie Lynn a tendance à switch debout. Donc il faut voir un peu l'écart qu'il peut y avoir de niveau debout. Et c'est là que ça coince. Je vois clairement un net avantage, comme je disais, un écart de niveau. Donc un net avantage pour Maverick dans ce match-up. Je la vois gagnante à, on va dire, 75%, ce qui est beaucoup. La fenêtre sur les chemins de victoire, en fait, les chemins de victoire pour Hort sont très limités. On va effectivement avoir les ruptures de contact, de très bonnes ruptures de contact, et Maverick, c'est un de ses points faibles. Un gros point faible qu'elle ne corrige pas. Il y a un autre moment très précis dans le combat, c'est quand Maverick se retrouve acculé à la cage, elle a tendance à se prendre tous les crochets du droit, et Hort en envoie très bien. Mais il faut que ce soit à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir que dans ce cas-là, c'est pas plus d'1 à 2 fois par round, parce qu'après, Maverick s'adapte très bien à son adversaire. Donc, le round suivant, elle pourra en envoyer d'autres, ça ira. Maintenant, autre chose. Tout ça, il y a très peu de chances que ça mette knockdown Maverick. Donc ça va être juste pour avoir des moments qui vont impressionner les juges. Parce que là, ça va partir à la décision. Sachant que Maverick, tout le long du combat, elle va gagner des points. Elle va gagner des minutes. Elle va envoyer des coups. Avec ce fameux, on voit souvent dans les combats, ce calf kick qui permet de scorer un petit point, mais c'est en tant que frappe significative, entre guillemets, même si ça va pas créer de dommages à l'adversaire. Et enfin, donc la dernière ouverture, on va dire, pour Hort, ça va être de réussir à prendre le dos de Maverick et de tenter un étranglement arrière. C'est la seule possibilité que je vois en termes de grappling pour elle. Et là encore, je ne suis même pas sûr qu'elle réussisse à soumettre Maverick. Mais ça peut, encore une fois, marquer des points là-dessus. Ceci dit, au total, au global, ça reste clairement l'avantage de Maverick. Elle a vraiment un niveau dessus. C'est juste moi, à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi elle va affronter quelqu'un qui est moins bien classé qu'elle. Je comprends effectivement du côté de Hort cette envie, cette motivation qu'elle peut avoir à intégrer le top 15, affronter quelqu'un du top 15, mais je pense que là c'est de la précipitation, c'est-à-dire qu'à un mois d'écart, contre une combattante telle que Maverick, je pense que ça demande de la préparation, d'avoir un bon game plan, et là ça ne va pas être le cas. En un mois, elle n'aura pas le temps de faire tout ce qu'il faut
pour être au niveau. Ensuite, on va avoir l'affrontement entre Miles Jones et Felipe Lima, que j'attends beaucoup. Mais déjà, rien qu'au niveau du matchmaking, il y a deux choses à dire qui sont assez intéressantes. Déjà, sur la catégorie de poids, il faut savoir que normalement, les deux ont une carrière en bantam. Et Felipe Lima, quand il a eu son short notice pour son premier combat à l'UFC, comme souvent les premiers combats sont en short notice pour les jeunes recrues. Donc en short notice, ça veut dire souvent que c'est la catégorie du dessus, donc il a dû se battre en featherweight. Et de son côté, Miles Jones, là il est sur pas mal de victoires en bantam, donc je ne sais pas pourquoi le combat passe en featherweight, je crois, là vous me le direz en commentaire, mais normalement il était annoncé en bantam à la base. Il se fera finalement en featherweight, ça c'est pas un problème à la pesée, puisque ça fait déjà une semaine que ça a changé. Ensuite, le matchmaking, sur le deuxième point, là où il est intéressant, c'est qu'il est un peu unilatéral ce matchmaking, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un très bon combat à prendre pour Felipe Lima, parce que Miles Jones est déjà bien installé à l'UFC, donc on va pas attendre pour Felipe Lima de lui donner des rookies, des jeunes recrues, d'autres jeunes prospects, et puis au final, après, au bout de 3-4 combats, voir s'il n'y a pas un fraud check, être face à un vétéran. Non, là on lui donne tout de suite à son deuxième combat Miles Jones, donc c'est très bien pour lui. Par contre, pour Miles Jones, alors là, on va faire un petit point. C'est assez particulier parce qu'il a eu des périodes de doute au niveau de sa carrière. Il en avait parlé à Michael Bisping, si je dis pas de bêtises. C'est Michael Bisping en fait qui parle de ça. Je crois que c'est lui. Enfin bref, comme quoi, voilà, il se demandait c'était quoi sa carrière. Est-ce que vraiment il avait sa place en MMA? Et Michael Bisping lui dit, mais attends, mais bien sûr, t'es un excellent combattant, c'est pas parce que t'as 1-2 défaites que il faut tout remettre en cause. Non, il faut poursuivre. C'est ce que Miles Jones a fait. Et ensuite, il faut noter aussi qu'après sa dernière victoire contre Douglas Silva de Andrade, il a eu ce discours, effectivement, voilà, maintenant vous avez affaire à un nouveau Miles Jones, maintenant voilà, je suis là, je suis pour combattre, je suis là dans la compétition, qui est bien du coup, pour son mental, il a retrouvé le goût de la victoire, et il est sur une bonne série, il a envie de combattre. Mais ceci dit, pourquoi dans son call-out, il n'y a aucune ambition? C'est-à-dire que son call-out, alors vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je me rappelle plus des noms, mais c'était pour moi le ventre mou de la KT, quoi, des bantams. Je voyais pas l'intérêt de call-out ça. Je pense qu'il pouvait arriver dans la file d'attente pour entrer en boîte de nuit et demander à avoir un top 15. Là, c'était pas le cas, donc je me trouvais que bon, pour quelqu'un de surmotivé, ça manquait un peu d'ambition au niveau du call-out. Alors maintenant, on va relativiser tout. C'est-à-dire que Miles Jones, certes, il est sur une bonne série, mais c'est vraiment le niveau moyen de la KT. C'est-à-dire que, certes, 3 victoires consécutives, mais c'est pas du haut niveau, quoi. Chacun a son avis, bien sûr, vous me direz en commentaire, mais pour moi, Douglas Silva de Andrade, c'est encore ok à un bon niveau, mais Cody Gibson, Vince Morales, Dan Argueta, c'est pas un haut niveau de compétition. On va passer à Felipe Lima, qui lui, par contre, très très intéressant, c'est-à-dire qu'il a fait effectivement une carrière en bantam, mais il va prendre la ceinture à l'Octagone 45, et ensuite il a une signature à l'UFC en short notice, donc comme je l'ai dit, en featherweight, et c'était pas contre n'importe qui. Alors bien sûr aujourd'hui on peut toujours voir les choses, mais il faut remettre les choses en perspective à ce moment-là. C'était contre Mohamed Naimov, quand même l'an dernier, donc en 2023, parce que là on est encore en 2024, il avait battu direct à son arrivée Jamie Mullarkey, Nathaniel Wood, qui sont des noms quand même dans le niveau moyen, on va dire, de la KT, donc c'est pareil, quand on arrive et qu'on n'a pas affronté le bas de la KT, c'est déjà pas mal de faire une bonne prestation sur le milieu de la KT. Et contre Felipe Lima, du coup Felipe Lima l'a battu par une soumission étranglement arrière au 3e round. Ce qui n'est pas en soi, le résultat n'est pas surprenant si on regarde les performances de Felipe Lima avant, mais on a senti quand même sur ce combat que Felipe Lima était un petit peu se bridait un peu, il se retenait un peu parce qu'il était arrivé à l'UFC, il voulait pas faire un faux pas, c'était après peut-être les conditions aussi, short notice, d'un coup, bon, faut aller là-bas, l'adversaire est à domicile, peut-être qu'il était pas à l'aise, peut-être qu'il a pas ce qui m'étonne de lui, parce que quand il est allé à Prague, pareil, lui il est brésilien, il était pas chez lui, quoi, mais voilà, peut-être que c'est l'organisation, peut-être que d'arriver à l'UFC, peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, ou je ne sais pas, il avait pas l'air à l'aise au début, heureusement son camp, il a écouté son camp, qui lui a dit, vas-y, quoi, lâche-toi, sois agressif, ce qu'il a fait au 3e round, qu'il a très bien fait.
ce sur quoi on va parler des enjeux de ce combat, c'est-à-dire que soit Miles Jones décide de rentrer dans la catégorie featherweight, pour ça qu'il aurait accepté, ou qu'il aurait, voilà, il s'était mis d'accord, Lima de son côté aussi, tous les deux ils se disent bon bah finalement je vais faire ma carrière en featherweight, je suis bien. Lima il a vu que bon il se sentait bien dans cette caté, peut-être qu'il y a plus d'opportunités pour chacun, je pense pas. Je pense que c'est quand même une catégorie assez difficile. De toute façon le bantam aussi, quand même assez dense. Beaucoup de combattants dans cette catégorie. Et de son côté, voilà, donc des deux côtés, c'est à savoir est-ce qu'il compte de vraiment faire carrière à l'UFC dans cette catégorie-là, ou si c'est juste là pour avoir un combat, Miles Jones qui fait ça tant qu'il est motivé, et qu'après il repartira sur les bantams. Je ne sais pas, j'ai pas d'informations, vous me dites, si vous en avez. Lima de son côté, je serais pas étonné qu'il parte en feather ou qu'il parte en bantam. Sur le combat en lui-même, debout ça va être très très intéressant à voir. Et par contre, j'ai pas mal d'interrogations sur ce que ça peut donner en lutte et au sol. Et je pense que ça peut partir en lutte et au sol, parce qu'il faut savoir que Felipe Lima, il a un sol excellent. On l'a vu justement contre Maguard. Alors on va parler de ce combat contre Maguard, où il partait pas du tout favori, il partait underdog. Et il a montré un excellent niveau. Déjà, il est très vif, toujours menaçant à faire des feintes, mais ça, Miles Jones aussi, donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir les postures en neutral l'un face à l'autre. Ce qui va poser problème à Miles Jones, ce sont tous les kicks. Lima, excellent kickboxer, il envoie beaucoup de kicks. Miles Jones n'apprécie pas ce genre de frappe. Attention, surtout, dans ce combat, ça va être une vraie guerre de contre et une vraie guerre de crochet. Autre chose chez Lima, c'est qu'il est capable de rentrer, mettre un jab et ressortir. Souvent, et il le fait très bien. Attention à tout ce qui est spin back kick, spin back fist. Pas vraiment les pieds chez Lima, mais il peut en sortir. De son côté, Miles Jones, une statistique intéressante à savoir quand même si je suis pas fan des stats et tout. Miles Jones, dans la catégorie bantam, sur peut-être un peu moins de 10 combats qu'il a pu faire, et le combattant qui a le plus, entre guillemets, de responsabilité défensive, c'est celui qui absorbe le moins de coups. Vraiment, on voit qu'il est bon sur ses esquives et sur sa garde, très réactif. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi debout, c'est de voir à quel point les deux sont très vifs, très réactifs. Pas mal de feintes, ça va être très intéressant à voir comment il travaille dessus. Je pense que Felipe Lima, lui, a une moins bonne lecture en fait de l'adversaire. On sait que Miles Jones a une très bonne défense en lutte, et Lima, lui, va souvent, très très souvent, il va vraiment chercher à amener au sol. Vraiment contre Maguard, c'était le game plan, et il s'est acharné à essayer. Je pense que là, il pourrait essayer de le faire, et s'il y arrive, je pense qu'il y a toutes ses chances au sol. C'est d'ailleurs, comme j'ai dit, un étranglement arrière qui a donné la victoire contre Nemov. Parce que contre Nemov, oui, il gagnait le premier round, mais le deuxième, c'était comme il le perdait. Il est allé chercher le troisième, la finition. Il est capable de finir. Maintenant, je trouve que j'ai des doutes sur, entre guillemets, le knockdown power de chacun. Je pense que Miles Jones peut très bien mettre Felipe Lima KO sur ses crochets. Les crochets du droit, il les balance à toutes les sauces. Les crochets du gauche, en fait, c'est les deux bras. Attention aux overhand. Jones est très bon debout dans le sens où il peut très bien attaquer en ligne, mais attaquer aussi sur les extérieurs. Faut pas que Felipe Lima fasse l'erreur d'envoyer des genoux sautés, parce que je sais qu'il le fait. Jones est capable de les esquiver pour envoyer un contre assez méchant derrière. Les crochets de Jones peuvent être très larges, comme ils peuvent être très bien, dans tous les compartiments en fait. Les crochets par-dessous, par-dessus, très larges, ou au contraire vraiment très très proche, très rapproché, très serré, très vif. Il va vraiment chercher différentes façons de les amener. Je pense quand même qu'il cogne dur. C'est juste que ses adversaires étaient assez durables avec un bon menton. Je sais pas si ça va être le cas de Lima. Lima, il a pris des coups, mais peut-être pas tant que ça, pas forcément contre des gros cogneurs, donc j'ai du mal à évaluer la solidité de son menton. Là où Lima a toutes ses chances, par contre, ça va être aussi les coups au corps. Tous les body shots, pareil, Jones, il aime pas. Quand je parlais de la lutte et du sol, je parlais en termes défensifs. Pour Jones, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en lutte offensive, il est 0 pointé. Là, c'est nul, c'est très mauvais. Miles Jones, donc lui, il est à 15-2, c'est un ancien champion de la LFA, il est petit, il a une courte allonge. Concernant Felipe Lima, lui, il est brésilien, il a 13-1, il a 26 ans. Il switch beaucoup aussi. Ou il feinte de switch, pour faire semblant de changer ça. Vraiment, le travail de feinte va être très intéressant dans ce match-up. Concernant Felipe Lima, juste à préciser que, donc il a 13 victoires. Une seule défaite, sa seule défaite c'était une soumission, mais c'était vraiment en tout début de carrière. Je vérifie si c'était bien ça.
Ouais, je sais pas pourquoi je doute de mes notes à chaque fois en permanence, faut que je revérifie derrière, mais alors que non, oui, c'est ça. C'est son tout premier combat. Depuis, il a enchaîné 13 victoires. 13 victoires. Ouais, oui, c'est vrai que c'est-à-dire que du coup, il en a sur 13 victoires consécutives. Jones, je vais revérifier, mais ouais. Une seule défaite par KO et une seule défaite par soumission. Beaucoup de victoires à décision pour Jones, alors que du côté de Lima, lui, il a des victoires par KO et par soumission. Par soumission, ça m'étonne pas. Franchement, je trouve qu'il a un sol excellent. Je trouve qu'il a vraiment, on l'a vu d'ailleurs encore contre Nemov, c'est pas juste une question de sol, c'est une question d'attaque au niveau des soumissions qui est très intéressante. Au sol, par contre, il peut envoyer du gros ground and pound également. Vraiment, il va travailler sur les transitions, les frappes. Je pense que son sol peut faire vraiment la différence dans ce match-up. Ceci dit, on l'a vu, alors je connais pas trop le menton de Maguard en général, mais c'est vrai que dans ce combat pour la ceinture, Lima a envoyé beaucoup de frappes, mais malheureusement, Maguard n'est pas tombé KO, et pourtant, alors après je sais pas si c'est parce que c'était le champion, que l'arbitre sur place avait tendance à vouloir attendre, d'être sûr avant de pas faire un arrêt prématuré, parce que les phases de Grand and Pound, je trouve que Maguard il se défendait pas pendant 10-15 secondes et que Lima était en train de le marteler, de frapper, d'envoyer des coudes, d'envoyer pas mal de frappes et on voyait pas Maguard quand il s'est relevé, effectivement, on voyait pas Maguard vraiment... il n'avait pas le visage vraiment tuméfié et tout ça, donc peut-être que l'arbitre a eu raison de laisser le combat se poursuivre, effectivement, ça a duré 5 rounds. Concernant le cardio, ils sont excellents, hein, Jones et Lima là-dessus, il n'y a pas de problème. Lima, on sentait forcément un peu de fatigue sur le 4e et 5e round, mais là ce sera un combat en 3 rounds de toute façon. Donc au niveau des prédictions, alors c'est ça qui est assez bizarre, parce que est-ce qu'on peut se fier au menton ou alors au knockdown power de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on peut partir sur un KO? Je ne sais pas. Au niveau du volume et de ce qui pourrait impacter la décision des juges, Lima peut tomber par KO. Je pense que c'est possible. Ce qui est étrange, c'est que Jones, comme je l'ai dit, il n'a pas vraiment énormément de victoires par KO. Est-ce que Jones pourrait perdre par soumission? Là aussi, je pense que c'est envisageable, connaissant la dangerosité de Lima dans le domaine. Soit on pourrait avoir donc un Jones par KO, soit un Lima par soumission. Est-ce que ça pourrait être au sol un grand and pound et cette fois l'arbitre arrêterait le combat avant que Jones essaie de se relever? Non, je pense que Jones est quand même capable de se défendre, il connaît bien les règles. Donc soit une soumission de Lima, soit un KO de Jones, soit une décision, et ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Quels arguments ils auraient à faire? Voilà, je pense que Lima, il a un volume, il envoie beaucoup plus de frappes que Jones. Jones, c'est quand même vraiment un très gros contreur. Il va vraiment rentrer, envoyer une frappe et ressortir. Très peu de combinaisons en général, ça faut attendre le 2e round pour qu'il envoie 2 crochets ou genre de choses dans ses combinaisons. Est-ce que vraiment il frappe en ligne sur ses 1-2? Non, j'ai pas noté ça. Il peut envoyer des jabs en contre-entrée, mais sinon c'est surtout sur les crochets que ça se travaille. Il envoie des calfs, les uppercuts, ça passe une fois sur 2, quand ça passe ça fait mal aussi. Je ne connais pas les codes sur ce combat, j'ai pas regardé qui était favori ou non. Je partirais quand même sur un Felipe Lima et Miles Jones. Bon, si c'est une défaite en featherweight, c'est pas grave, il repart en bantam. Faut pas qu'il doute, faut qu'il continue. Je pense qu'il a sa place en bantam. Je pense pas qu'il aille non plus au top 15. Et Lima, de son côté, une victoire là, ça ferait de lui un très gros client pour 2025 dans la catégorie des featherweight. Une défaite, ce serait pas grave non plus. C'est-à-dire que pour moi, sur ce match-up, c'est pour ça que je dis que c'est un peu unilatéral, c'est que Lima, il a vraiment rien à perdre. Hein. Il gagne, c'est tout bénef. Il perd, c'est pas grave, il peut enchaîner sur un autre combat. Faut qu'il fasse une belle prestation, ce sera une belle prestation de la part de l'un et de l'autre, je pense. Jones, une victoire, il continue. Une défaite, voilà, j'ai peur que ça affecte encore son mental. Mais bon, c'est pas dans sa caté. C'est pas si grave que lui, mais lui, par contre, il a rien à gagner, quoi. Je pense que vraiment, c'est ça, en fait. C'est Lima a rien à perdre et Jones n'a rien à gagner. Je trouve que sur ce match-up, c'est un peu étrange que Jones accepte ses combats, mais comme je disais au début, hein, par rapport à ses call-outs, ça m'étonne pas non plus. Donc bon, voilà pour la prédiction. Je partirai sur donc un 50% Lima à décision. Ah non, je vais dire 45% Lima à décision, 15% Lima par soumission et un 40% Jones par KO. Chez les featherweight, on va avoir l'affrontement entre le jeune prospect mexicain Padilla Fernando et Sean Woodson, le Canadien. Sean Woodson, ça fait quand même longtemps qu'il combat à l'UFC. Par contre, Padilla, ça va être son 4e combat, si je ne dis pas de bêtises. Sean Woodson
Il est à 12-1-1 en carrière. C'est le plus grand, il a la plus grande allonge de la KT. Il switch beaucoup, on va le voir sûrement. Et en face, Padilla, alors c'est très solide sur ses appuis, plutôt sur les contres. Il faut savoir que Sean Woodson, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a tendance à avoir une gestuelle un peu étrange au niveau de ses mains, qui peuvent servir un peu de feinte ou de lancement de signaux pour perturber l'adversaire. Truc un peu toqué avec ses bras, un peu de provoque aussi là-dedans. Ça peut donc dérouter certains au début, mais en fait on se rend compte assez vite en général à partir de la moitié du premier round que c'est un écran de fumée et qu'il devient quand même très lisible et très prévisible. Tout ça en fait ne sert pas à grand chose. Padilla, Fernando, donc ancré sur ses appuis, très bon en contre, précis sur son anglaise. Il peut envoyer des coups de pied aussi assez intéressants. Ce qui me pose problème dans ce match-up, ça va être que certes, s'il maîtrise bien les distances et le rythme, mais il va avoir contre Nelson, j'ai l'impression qu'il est fatigué à partir de la fin du deuxième round. Il est capable de placer des soumissions et des KO. Sean Woodson, de son côté, on va dire qu'au niveau de son parcours, j'ai un peu du mal. Je trouve ça très 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 rigolo à voir, hein, ces combats. Il a une victoire par split contre Jourdain, ok, je peux comprendre. Par contre, sa victoire par décision unanime contre Alex Caceres, j'ai du mal à comprendre. Je voyais Caceres gagnant. Bon, il s'agit d'une décision unanime, donc je pense que les juges ont dû voir tous mieux que moi. Moi, je voyais pas gagnant. Ceci dit, Woodson, pour moi, c'est un bon gatekeeper du top 20. Padilla, il pourrait très bien avoir sa place dans le top 20, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur ce match-up, c'est assez compliqué parce que Padilla n'a pas tendance à travailler sur les extérieurs, n'a pas tendance à travailler sur la lutte et le sol véritablement, sachant que Woodson a quand même une bonne défense là-dessus. Alors, il va pas faire de coup d'éclat, Woodson. Donc debout, Woodson aurait ses chances. Notamment, lui, il a déjà un très bon cardio. On l'a vu plusieurs reprises. Il gagne souvent la décision d'ailleurs. Par contre, ce qui est assez fou, c'est que à partir de la fin du deuxième, c'est sûr qu'au troisième round, c'est sûr, il rate quasiment toutes ses frappes, sauf ses jabs. Ses jabs sont destructeurs, donc heureusement que cela y passe. Mais si Padilla reste en ligne, comme il a tendance à le faire, ça risque de faire mal, malgré qu'il ait une bonne garde debout. Mais on sent que il esquive beaucoup moins à partir du troisième round. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que Woodson va utiliser très souvent ses jabs pour empêcher l'adversaire d'avancer et d'aller au contact. Ça va être sur des moments assez isolés. Si l'adversaire décide il trouve un angle et qu'il arrive à l'assaillir, Woodson sur le reculoir, il est mauvais. Acculé à la cage, il est mauvais. Est-ce que Padilla va tenter de faire quelque chose de ce côté-là? Peut-être. Padilla a quand même quelques atouts, hein. On sait qu'il a de bons uppercuts en contre. Il peut envoyer des kicks aussi, ce qui peut aider pour aller à la décision. Et lui aussi a de bons jabs, mais c'est plutôt en contre, hein. On l'a vu contre Erosa, on l'a vu contre Paruello. Généralement, ces jabs en contre sont assez font assez mal. Donc pour ce match-up, je dirais que pour le coup, pas de bol pour Padilla. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment Alors certes, il est bon en contre, hein, mais c'est pas Woodson qui va forcément engager les hostilités toujours. C'est un très bon combattant, Padilla aussi, j'aime bien. Mais ça va être difficile. Je partirai sur un 50-50 avec peut-être un léger avantage pour Woodson. Et disons que Woodson fait un très bon gatekeeper du top 20, mais je vois pas aller plus haut. Ça va être un très bon exercice, là. Ça va être un très bon combat, je pense, pour Padilla. S'il arrive à passer Woodson, je pense que je serais un peu plus confiant pour lui. Mais Woodson, si il perd ce combat, je pense qu'enfin, on va voir que Woodson n'a pas forcément tout ce vert qu'il mérite, je pense, sur son casier. Là où Padilla, faut vraiment qu'il améliore certaines choses, notamment qu'il apprenne à travailler sur les extérieurs. Je sais qu'il est vraiment de l'école mexicaine où on a la garde très haute avec les épaules levées, on travaille bien sa défense, les coups vifs, précis, trouver les angles et les timings. Enfin, les angles, la précision, pardon, et le timing. Ouais, ça va être un bon combat, mais pas trop, selon moi, il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Quand je parle de gatekeeper du top 20 pour une catégorie, là, il faut savoir qu'on est chez les featherweight. C'est également une catégorie qui est très fournie, très dense. Il y a d'excellents combattants. Être dans le top 20 de cette catégorie-là, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Maintenant, voilà, pour ceux qui veulent aller plus haut, là, par exemple, Woodson, c'est difficile. Padilla, dans le contexte actuel, enfin, dans les données qu'on a actuellement, ça va être difficile aussi. Il y a des choses à travailler, des choses à implémenter dans son jeu. Aucun des deux, dans ce qu'ils ont montré jusqu'à aujourd'hui, je ne vois aucun des deux avoir sa place dans le top 15.
On passe à Joel Alvarez contre Drakkar Klose, qui est un combat qui sera sûrement un événement principal de la carte préliminaire. Un combat très attendu par tous les fans de MMA, c'est sûr. On a effectivement là une guerre qui va se livrer dans le top 20 de la catégorie, et le gagnant aura sûrement sa chance pour intégrer début d'année prochaine le top 15 d'une catégorie qui est sûrement la plus dense, la plus riche, la plus fournie, la plus compétitive du roster. Concernant les prédictions sur le moment, effectivement, Alvarez sort d'une très belle victoire avec un bonus gagné là-dessus, alors que Drakkar Klose revient d'un combat assez difficile contre Joaquim Silva. Donc on pourrait voir effectivement un avantage pour Alvarez au niveau du momentum à l'heure actuelle. Ceci dit, j'ai essayé d'aller chercher un peu plus loin sur le côté technique. Pour ce qui concerne son dernier combat, Alvarez contre Brenner, il y avait des choses quand même sur ce finish qui était prévisible. On avait vu déjà que Alvarez utilisait beaucoup ses genoux dès qu'il est en contact en fait, et que ce crochet du gauche aussi en contre et à plusieurs reprises, on l'avait déjà vu. Klose, si je dis pas de bêtises de son côté, est quand même sur 4 victoires consécutives, ce n'est pas à négliger. Alvarez a une bonne allonge et il en profite bien. Au niveau de sa posture, il est généralement avec les pieds en équerre, enfin perpendiculaire. Il a tendance un petit peu à faire parfois semblant de reculer, mais pour ensuite bondir en avant, envoyer une combinaison. Des fois, ça va être une combinaison toute seule, des fois, ça va être une combinaison suivie d'un assaut jusqu'à repousser l'adversaire à la cage, parce que c'est surtout quand l'adversaire est contre la cage qu'il va exceller en fait au niveau de son pied-point. Mais si Alvarez décide de partir à l'assaut, il y a 2 scénarios possibles. Déjà, Klose de son côté, il est très fort dans les combats dans la poche, in the pocket, et ensuite il a tendance à vouloir juste prendre le clinch et ensuite repartir debout. Il faut savoir que les deux de chaque côté, de toute façon, en lutte, ne sont pas vraiment si excellents que ça. Ils sont très bons au niveau défensif par contre, que ce soit en défense au sol ou défense de takedown. Mais après, tout ce qui est amené au sol, on n'est pas encore sur le haut de la catégorie. Il faudra pas s'étonner si pendant le premier round il n'y a pas beaucoup d'action. Les deux sont quand même des combattants très patients qui vont beaucoup analyser les réactions de leur adversaire. Ensuite on va voir sûrement au deuxième round un Klose qui va travailler sur le in and out. Klose a plutôt tendance à cadrer et acculer son adversaire. Et ensuite au troisième round, Klose a tendance à avoir une mauvaise gestion des distances et à vouloir être plus menaçant et bon. D'un côté, il va être plus précis également, mais je pense que Alvarez a de très bons arguments pour empêcher Klose de rompre la distance. Klose a une très très bonne responsabilité défensive contre les 1-2 et toutes les attaques qui vont être frontales. Il faut plutôt essayer de l'attaquer sur les côtés. Donc Alvarez devra jouer sûrement de ses crochets en contre, crochets en rupture. Et également Alvarez, si c'est 1-2 de toute façon ne connecte pas, on sait qu'il les agrémente en général d'un calf kick en fin de combinaison ou d'un crochet du gauche. Alvarez au niveau du scoring a quand même de bons arguments parce qu'il va sûrement amener plus de frappes, même s'il n'y en aura pas énormément, sur le premier et le deuxième round. Les moments que Klose pourrait saisir, c'est son talent pour punir les frappes manquées de son adversaire. Notez tout de même qu'en termes de lutte, Drakkar Klose est capable de faire d'excellents slams. Je crois qu'il a battu Solecki là-dessus. On a vu faire un excellent slam aussi, c'était contre Joaquim Silva au troisième round. Par contre, on l'a vu aussi se faire connecter lourdement par un crochet en rupture de contact. Klose ne pourra pas envoyer aussi bien et avec autant d'aisance tous ses leg kicks parce que Alvarez sait très bien envoyer des contres là-dessus. Mais par contre, Klose est capable de switch de posture et du coup envoyer quand même d'excellents jabs quand il switch. Et on sait que s'il joue à ça, Alvarez peut s'en manger quelques-uns. On l'a vu vulnérable sur les 1-2 asynchrones. Si Alvarez décide d'envoyer ses combinaisons, Klose est capable de faire de très bonnes esquives, donc pas sûr que ça touche. Klose a montré déjà qu'il avait une bonne droite, que ce soit en direct ou en crochet, en overhand aussi, mais surtout quand il envoie en direct, ou sur les contres en crochet. Je pense qu'au niveau de la prédiction, c'est quand même très serré. Pour moi, ça reste du 50-50. Aucun des deux n'a jamais été soumis jusque-là. On est quand même sur 15-2 en carrière, je crois, pour Klose et 21-3 pour Alvarez. Le combat se finira soit par un KO de l'un ou l'autre, soit une décision peut-être pour Alvarez. Il sait scorer en fait, c'est juste une question de marquer des points et ça,
Il sait le faire grâce à un kickboxing dans lequel il est à l'aise. Et après, chez les lightweight, on va avoir le Bulldozer contre la menace. Bulldozer, c'est Othman Azaitar, le petit frère de Abou Azaitar qui combat en middleweight. Othman Azaitar, marocain, 34 ans, 13-2 en carrière, dont 12 finishes et dont 10 KO. Il était invaincu jusqu'à tomber contre Frévola qui le met KO. Et puis Francisco Prado, là, qui l'a mis TKO. Tous les deux, à chaque fois, c'était au premier round. Donc assez difficile pour lui en ce moment, parce qu'il est sur 2 défaites consécutives. Il aurait dû affronter Darius Flowers, ça a été annulé il y a un an. Là, il va affronter Michael Johnson, la menace. La menace, ce qui est assez drôle, c'est que son dernier combat, c'était contre Darius Flowers, justement. Et son dernier combat annulé, là, c'était en mai cette année, c'était contre Matt Frevola. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, Michael Johnson, il est actuellement à 22-19 en carrière. Il a 37 ans si je dis pas de bêtises. Alors 22-19, on peut se dire aïe aïe aïe. C'est un peu comme certains combattants. C'est pas forcément le signe qu'il est si mauvais que ça. Johnson, il est gaucher, qui va être difficile pour Azaitar dans ce combat, beaucoup de points, c'est-à-dire que déjà en lutte, Johnson a l'avantage. Au sol, bon, il est incroyable, Johnson, il va enchaîner tout le temps les transitions, les menaces de soumission et les frappes. Les soumissions, par contre, il les verrouille pas forcément, mais en tout cas, il faut vraiment bien savoir se défendre au sol. Ensuite, Johnson est très difficile à contrer au début du combat en général, tout le premier round, quasiment. Là où ça peut poser problème pour Johnson, c'est qu'il a du mal à vraiment s'adapter à son opposant. Et quand il cherche à esquiver les contres justement en ressortant, après une combinaison ou une frappe, en général, il est très très sensible au kick. Est-ce que ça rentre dans le domaine de Azaitar? Je sais pas. Azaitar, je sais pas ce que ça va donner contre un gaucher, si ça va le perturber ou pas. Alors Azaitar, il s'était plaint d'un early stoppage de l'arbitre dans sa défaite contre Prado. Non, il n'y a pas d'arrêt prématuré, ça fait déjà plus de 20 secondes qu'il est à terre, qu'il se fait marteler et qu'il ne réagit pas. La règle est simple, si tu ne te défends pas, t'as perdu. Là, il se fait taper depuis 20 secondes, il ne se défend pas une seconde, quoi. Il se fait taper. L'arbitre arrête, il fait « Oh non, non, c'est bon, tout allait bien, j'ai même fait le signe comme quoi tout allait bien. » Mais il faut pas faire un signe comme toi, tout va bien, faut se défendre. Bref, TKO, et voilà. Azaitar, donc, qui va se faire acculer, et ensuite il va avoir un gros déficit en lutte et au sol également, face à Johnson. Là, en plus, il va se prendre tous les body shots. Johnson travaille beaucoup sur les body shots, que ce soit avec son jab ou avec son bras arrière. Azaitar, il va perdre le premier round, il est trop long à démarrer. Sur le deuxième round, il faut qu'il soit un peu plus vigilant parce que Johnson risque d'être un peu plus agressif. Et c'est à partir de la deuxième moitié du deuxième round que Johnson va commencer à attaquer tout ce qui est lutte et tentative de soumission, sachant qu'il est très très solide au sol à l'offensive avec toutes ses transitions et tout le temps il va essayer de chercher les frappes sur les soumissions. Il est très dominant et on le voit sur son 30-27 contre Flowers. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, selon moi, l'âge de Johnson, 37 ans, et son expérience, on est quand même sur 41 combats. Ça joue en sa faveur ici. Ça lui donne de l'expérience, là où Azaitar, des fois il peut avoir un défaut de fight IQ. Je ne sais pas si son camp va vraiment bien le recadrer entre les rounds. Donc moi je partirais sur un Johnson favori à 55%. Parce qu'il reste quand même un doute sur les adaptations que pourrait faire Azaitar sur deuxième, troisième round. S'il est vigilant, s'il a bien préparé tout ça. Normalement, il devrait avoir eu le temps. Mais ça serait un Johnson... et encore, Johnson, j'allais dire par décision, mais il peut aussi l'avoir par KO, il peut aussi l'avoir par soumission. Azaitar, il joue quand même sa place dans le roster, faut pas l'oublier. Donc, à mon avis, il va vraiment essayer de tout faire dans ce combat. Ouais, je reste quand même là-dessus. Azaitar, il est pas fiable selon moi. Ensuite, dans la catégorie Light Heavyweight, ce sera Jacoby contre Petrino. 2 combattants qui sont passés par les Dana White Contender Series. C'est clair que là, actuellement, l'indice de confiance est au plus bas pour les 2 combattants. Rappelons que Jacoby vient de se faire mettre KO par Reyes plus tôt dans l'année. À noter qu'il est sur 4 défaites dans les 5 derniers combats. Donc, ça a l'air assez compliqué. Mais il faut pas oublier qu'il avait enchaîné beaucoup, quasiment que des victoires jusque-là. Alors est-ce qu'il a atteint un plafond et qu'au-delà il n'y arrive plus? On va en parler. Petrino de son côté, ce qui est assez rigolo, c'est que c'était vraiment le prospect que l'UFC voulait nous vendre. Alors bien sûr, on attend toujours que les combattants fassent leurs preuves quand ils arrivent.
Il a quand même très vite monté dans le classement, même s'il y avait toujours des doutes à son sujet. Il arrive contre Anthony Smith qui était, on va dire, sur le déclin, et il fait le con. Il fait le con face à Anthony Smith, qui est pas non plus le plus finot de tout le roster UFC. Donc à partir de là, on se dit, mais être encore plus con que Smith, aïe. On se pose des questions. Tout ça pour ça, quoi. Bon, ceci dit, il faut quand même pas rester sur ses a priori, parce que on va quand même essayer d'analyser en détail tout ça. Peut-être que c'était un faux pas de part et d'autre. Est-ce que Jacobi vaut mieux que se prendre un KO par Reyes? Est-ce que Petrino vaut moins que tout ce que l'UFC nous a vendu, et que peut-être un petit faux pas avec Smith, et que finalement c'est quand même un bon combattant? On va surtout se concentrer là sur ce match-up. On va pas analyser techniquement tous les combattants sur tous leurs combats précédents. Donc ce qu'on va noter, c'est que d'un côté, Petrino, il a 27 ans, il est solide, il est durable en fait, il a un bon menton, bonne force et un bon cardio, on dirait vraiment le Brésilien quand il n'y a pas l'USADA, quoi. Sur les 2 premiers rounds, il va toujours être prêt sur ses appuis, envoyer des low kick jab, ce qui va poser problème à Jacobi, on va en parler. Il va faire pas mal de in and out, pareil sur les 2 premiers rounds, par contre 3e round, il va plus ou moins arrêter de le faire, on va dire qu'il va rentrer, puis oublier de se retirer après, et il a tendance aussi à rester dans l'axe. Concernant Jacobi, justement, le 3e round, il a tendance à se réveiller, à envoyer des frappes plus précises, trouver les angles, les bons timings, et à frapper, à cogner. Donc là, il se peut que Petrino il ait du mal sur ce 3e round. Ceci dit, Jacobi, il a tendance à switch. Il se met en gaucher, droitier, et c'est à ce moment-là qu'il va se manger tous les leg kicks, tous les jabs, et même les tentatives de bras arrière. Là-dessus, Petrino va se régaler. Petrino essaye de s'avancer vers ses adversaires avec une posture un peu intimidante, ce qui fait qu'il est assez poreux, pas de défense en striking, il se dit que c'est bon, je peux encaisser, j'avance vers toi. C'est Jason dans Vendredi 13, quoi. Son but, ça va être toujours de garder le centre, de toute façon, donc il va s'avancer. Ce que j'ai pas compris chez Jacobi, c'est que il a tendance à un petit peu abandonner à la première riposte de Reyes sur son dernier combat. Ça lui a coûté cher, même s'il a envoyé des bons swings à la cage. Donc je me demande s'il va pas être justement faire partie de ces combattants qui peuvent être intimidés par quelqu'un qui s'avance comme ça vers lui. Après, en dehors de ça, au niveau de la lutte, ouais, Jacobi il est beau en clinch, mais on sait qu'on a vu Petrino déjà slam ses adversaires. Alors, faut être préparé. Je sais plus, je crois que c'était Pedro qui était préparé contre Petrino. Il avait déjà vu Petrino faire ça, donc il avait empêché. Je crois que c'est quand même passé une fois. Après, Petrino, il va chercher le dos. Il est assez oppressant au clinch. Donc au niveau du score, ça peut aller là. Par contre, il est mauvais au sol. Jacobi, quand je disais qu'il frappait fort à partir du 3e round, parce que vraiment c'est mou, ses frappes sur le premier et le 2e round. Sur ses derniers combats, ses 4 derniers combats, je sais pas, il tape, mais alors j'ai l'impression que ça a aucun impact. Par contre, ouais, 3e round, il risque de frapper. Je dis ça parce que vraiment c'est un schéma qu'on a vu à plusieurs reprises ces derniers temps. Donc il se peut que ça se déroule encore comme ça. À partir du moment où il connecte 3e round, il est trop confiant. Il gère plus bien les échanges. Il va être très vulnérable aux contres. Il va se manger des contres. Notamment les check hooks. On sait que les check hooks du côté de Petrino, ils font mal. Il y en a qui ont perdu là-dessus. Petrino fait pas mal de feintes. Il étudie ses adversaires au premier round et c'est là-dessus que... C'est sur ça que je voudrais m'arrêter un moment. Parce que certes, comparé à... Certes, si on prend en compte sa défaite face à Smith, on peut se dire il est complètement con. Peut-être qu'il s'est emballé. Il s'est emballé, ok d'accord. Je pense qu'il a tiré les leçons de cette erreur et revenir à cette stratégie de vraiment étudier au premier rang de son adversaire, parce qu'il en est capable. Je pense qu'il a quand même un bon fight IQ malgré cette erreur. Sachant que s'il fait ça au premier round comme il avait déjà fait, il peut très bien en profiter et mettre KO au 2e round comme il a déjà fait aussi. C'était contre Bukauskas, si je dis pas de bêtises. Parce que Jacobi commence à être vraiment très lisible et prévisible, donc, et en plus avoir des brèches en défense debout. À partir du 2e round, normalement, il n'y aura pas de souci pour Petrino. Alors il se peut qu'il finisse le combat avant Petrino. Je dis ça parce que je vois quand même Petrino bien devant. Comme je disais, il a 27 ans, en face Jacobi il a 36 ans. Il a peut-être atteint un plafond, peut-être que tout ce qu'il peut faire c'est être gatekeeper du top 20. Petrino, il a quand même d'autres arguments avancés. J'espère vraiment que ça lui a servi de leçon, sa dernière défaite contre Smith, et qu'il redescend sur terre. Il va rester focus sur ses combats jusqu'à aller le plus haut possible. Attention quand même, voilà, cette tendance à rester dans l'axe et peut se manger des uppercuts à certains moments, parce que Jacobi peut en envoyer. Petrino, vainqueur par KO, sûrement en 2e round, peut-être au premier, 60-65%. On arrive sur la carte principale. Effectivement, il y a eu 2-3 changements. Bon, on sait que Buckley devait affronter Gary.
mais Daniel Marcos devait affronter Seydour Magomedov à la base, mais c'était vraiment il y a déjà longtemps, puisque moi ça fait peut-être plus d'un mois que je vois que c'est Marcos contre Yanez qui est annoncé. Voilà. Donc je pense pas que ce soit vraiment un short notice ou un grand changement pour Marcos ou Yanez. Ensuite, c'est Mackenzie Dern contre Amanda Ribas, un combat que j'attendais parce que je voulais voir le retour de Amanda Ribas dans la catégorie strawweight. Malheureusement, ça sera rebooké, enfin malheureusement. En même temps, il y a déjà beaucoup de combats sur la carte déjà, donc je pense que si ils peuvent faire en sorte que Amanda Ribas contre Mackenzie Dern fasse un main event de Fight Night à l'Apex, je pense qu'ils vont se débrouiller pour ça. En même temps, je dis ça, est-ce que vraiment c'est le combat lui-même qui va être rebooké, Dern contre Ribas, puisque c'était déjà un rematch, elle s'était déjà affrontée, Ribas avait battu Dern par décision unanime. Voilà, peut-être que chacune combattra une autre adversaire. Mais voilà, du coup on va s'attaquer à la carte principale avec le premier combat. En light heavyweight, on va avoir un combat que j'attends beaucoup. Je vais expliquer pourquoi. Il s'agit de Tokos contre Sterling. Alors a priori, effectivement, pas de quoi avoir de grosses attentes. Mais ce qui va être intéressant là, c'est de voir le parcours de Sterling. Alors je vais commencer par Tokos. Tokos, c'est 35 ans, 75 d'allonge, pas très athlétique. Et surtout au niveau de son parcours, il a déjà eu une occasion de rentrer à l'UFC. C'était en 2022 pendant le retour UFC, où il est tombé contre Mingyang Zhang, tombé dans les deux sens puisqu'il tombe KO dès la première reprise. Ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'était qu'à ce moment-là, Tokos était très grand favori et Mingyang Zhang vraiment underdog sur ce combat. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, forcément Mingyang Zhang, on le connaît, il adore la bagarre, vraiment on sent qu'il se marre dans la cage, et Tokos est tombé donc, et c'est après, au niveau de la suite, qu'il va avoir 2-3 victoires à droite à gauche, et qui va avoir une occasion assez inopinée, une chance entre guillemets, c'est un peu un cadeau empoisonné, puisque il va y avoir 2 désistements pour le premier combat de Oumar Sy à l'UFC, et il se propose, il est là, et bon là encore il tombe, il perd au premier round, mais il a son contrat à l'UFC. Sauf que je pense que l'UFC n'a pas de grosses attentes vis-à-vis de Tokos, il a déjà 35 ans, il est en catégorie light heavyweight, et il va servir un peu, j'ai l'impression, à faire valoir les nouveaux prospects. C'est ce qui nous regarde aujourd'hui, avec l'arrivée de Sterling qui vient d'avoir une victoire au Dana White Contender Series cet été, une victoire par KO. Concernant Sterling, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il vient de Nouvelle-Zélande et il s'entraîne au City Kickboxing. City Kickboxing que beaucoup de gens connaissent puisque c'est là où s'entraînent Adesanya, Hulberg, Joussé, pour les quelques noms connus. Il est assez athlétique, on sent qu'il rigole pas, que c'est un bosseur. D'ailleurs, à noter que pour moi, il a encore cet aspect un peu, entre guillemets, étudiant, il n'est pas encore la carrure et la confiance en lui pour avoir de l'assurance, on va dire. Donc c'est là où ce combat m'intéresse, c'est concernant la place que Sterling va pouvoir prendre, lui, dans le roster. Sterling, quand il a fait son combat au Dana White Contender Series, donc, c'était en remplacement, en short notice, de Francesco Mazeo qui a eu des problèmes de visa. Il partait quand même favori. Donc c'est dégagé de ce combat une bonne prestation. On va noter un incroyable footwork. On va noter effectivement ce finish aussi sur un KO net, sur un crochet du gauche en contre. Par contre, on va sentir qu'il se répète au niveau de sa façon de rentrer. Il y a une chose particulière, c'est ce 1-2, et hop, il va se pencher vers l'avant, vers sa gauche, à chaque fois juste après. Ça, tout de suite, ça peut poser problème parce qu'il suffit qu'en face un bon crochet du droit ou un uppercut, ça le sonne direct. C'est ce qu'a fait une seule fois l'atout, et il aurait, je pense, pu le faire à d'autres reprises par la suite, une fois qu'il a compris ce schéma. Le problème de Sterling, c'est effectivement qu'il n'a pas de sidestep, qu'il recule en ligne, et tous les deux, autant Tokos que Sterling, sont très mauvais sur le reculoir, ça il faut le noter. Ils adorent avancer, Tokos on voit qu'il se jette sur ses adversaires, par contre Sterling va avancer de manière beaucoup plus méthodique avec son footwork excellent. Les deux aiment bien cadrer, sachant que celui qui va être sur le reculoir va être plus en difficulté. Tokos, on l'a vu, est très sensible sur les contres. Sterling, on l'a vu aussi étudier pas mal le comportement de ses adversaires, et c'est pour ça qu'il a pu placer ce crochet en contre. C'est là où ça va représenter un danger pour Tokos. Le danger pour Sterling, ça va être la lutte. Sterling, je trouve pas au niveau de la lutte. Là où Tokos, il a montré que effectivement, il était vraiment bon, la lutte à la cage, autant défensivement que à l'offensive à chercher le takedown. Je n'ai pas vu pour l'instant ce que ça pourrait donner au sol ni pour l'un ni pour l'autre, donc là c'est la grande inconnue de ce combat. Sterling, on a vu qu'il avait une plus grande allonge, puisqu'il a 79 d'allonge et Tokos 75. Pardon, c'est les termes, les unités de mesure américaines. Bref, alors juste à retenir que Sterling a une plus grande allonge. Ceci dit, autant il va envoyer pas mal de calfs et Tokos, ça lui pose problème les calfs, autant
les calf kicks, les kicks en général. Autant Sterling, niveau des jabs, c'est pas forcément ce qui va prédominer dans son jeu. Je pense qu'il devrait pourtant travailler là-dessus dans ce match-up, parce que lui, Tokos, il ne se gêne pas pour envoyer des jabs, et des très bons jabs d'ailleurs. Tous les deux ont une grande variété de frappes, Tokos notamment dans ses enchaînements, et Sterling a une grande variété de frappes au niveau de ses coups de pied. Si Tokos cherche à aller sur les côtés pour rejoindre le centre quand il est acculé, Sterling de son côté, assez bizarre, il se défend le haut du corps et avance droit devant lui jusqu'à regagner le centre. Là, c'est l'occasion pour son adversaire en général de chercher la lutte, quelques frappes, des pas de côté pour le travailler sur les extérieurs. Il a eu de la chance que l'atout n'est pas un niveau UFC, on va dire, et donc n'en ait pas profité. Je ne sais pas si Tokos le fera de son côté. Donc ce qui m'intéresse là, c'est que Sterling, lui, il arrive invaincu, bien sûr, à l'heure actuelle. Ça peut pas dire, en fait, jusque-là que il va allumer les petites loupiottes sur le radar, on va dire. Disons que j'attends justement, c'est pour ça que j'attends ce combat pour avoir plus d'informations et savoir qu'est-ce qui peut en être pour Sterling par la suite, sa place dans le roster. C'est un bosseur, qu'il a des choses à faire et que s'il est certes perfectible, je sens qu'il a envie vraiment justement de s'améliorer. Je prédis quand même une victoire de Sterling sur ce combat, mais vraiment sans vraiment conviction, parce que comme j'ai dit, il me manque des informations sur le sol, qu'il est encore faillible, mais que sur l'écart d'âge, et c'est cette histoire de crochet en contre qui me permet de croire que Sterling pourrait envoyer un KO à Tokos. Ensuite, chez les flyweight, Manel Kape, pour son deuxième combat cette année, affrontera Bruno Silva. Manel Kape, c'est quand même un combattant aguerri avec beaucoup d'expérience. C'est un ancien du champion du Rising. Il avait battu Kai Asakura pour avoir la ceinture, suite à quoi il était signé chez l'UFC. En 2021, il a 2 défaites d'affilée contre Alexandre Pantoja, le champion actuel, et Mateus Nicolo. Ensuite, il va enchaîner des victoires, mais surtout, on note beaucoup de combats annulés. On est à peu près sur un combat par an, du coup. Après une victoire contre Felipe Dos Santos, il affronte Mohamed Mokaev plus tôt cette année. Et il perd à la décision unanime. Ce combat, d'ailleurs, c'était assez rigolo parce que, dans le contexte, les deux camps se sont bagarrés avant la soirée. Du coup, le combat était rétrogradé en préliminaire, alors qu'il était sur la main card à l'origine. Et puis, Mokaev, beaucoup de déboires avec l'UFC. Après cette victoire, même invaincu, il était à 12-0 je crois, a été exclu du roster. Revenons à Manel Kape. Manel Kape, donc là, deuxième combat cette année comme je l'ai dit. Il est dans le top 10 actuellement de l'UFC. Ça se comprend pour moi, vu ses accomplissements, c'est un très bon gatekeeper du top 10. La catégorie bouge beaucoup, je pense qu'il y a quand même des combattants très solides au-dessus. Mais je pense qu'il est capable de battre encore qui arrive en dessous. C'est le cas de Bruno Silva qui lui est dans le top 15. Peut-être qu'il est 12e actuellement, c'est à vérifier. Bruno Silva qui arrive avec une réputation d'être un grappleur avec une ceinture noire de JJB. Il est sur 4 victoires d'affilée. Il a 34 ans. Ceci dit, je trouve qu'il a trop de failles dans son jeu pour qu'il puisse intégrer le top 10 et c'est justement toute la question de ce combat. S'il arrive à battre Manel Kape, ce sera vraiment pour moi une bonne performance. Il aura tous les honneurs. Son dernier combat était parti léger favori contre Durden. C'était l'occasion pour lui justement d'intégrer le top 15. Ce qu'il a très bien fait avec brio, puisqu'il a eu un KO sur un uppercut, si je dis pas de bêtises, au deuxième round. Ce dont Silva va devoir se méfier, c'est déjà de Manel Kape, c'est un combattant aguerri, donc ça va être difficile de le piéger quelque part. Manel Kape va avoir de très bons contres, et a tendance à vouloir garder le centre. Il est assez patient au début quand même, Kape. Voire même inactif, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, notamment son dernier combat, partie à décision. On a l'impression que parfois il manque de solutions, ce qui est assez étrange pour quelqu'un de son acabit. Il a montré un excellent sprawl suivi d'une guillotine. Donc en défense de lutte, il se débrouille quand même pas mal. Et il a une excellente défense au sol. Ça aussi, il faut le souligner. Je pense pas que Bruno Silva aille dans ces domaines-là, parce que malgré que ce soit un excellent grappleur, je le trouve pas si excellent que ça. Bruno Silva, donc il arrive fort de ses 4 victoires consécutives.
À noter que Bruno Silva lui aussi a eu des débuts difficiles en arrivant à l'UFC en 2020. 2 défaites contre Dvorak et Ulanbekov. Alors Ulanbekov, ça peut se comprendre, si je dis pas de bêtises, il est aussi dans le top 15 actuellement. Après quoi, donc il s'est remis. Beaucoup de bonus sur ses... je crois qu'il a eu un bonus sur chacun de ses 4 derniers combats, ses 4 dernières victoires. Donc ça peut être très prometteur, ça peut annoncer un combat justement plus dynamique que ce que Cap a l'habitude de voir. Je sais pas s'il va pouvoir imposer un rythme dont il a l'habitude, assez lent, assez patient. Bruno Silva, on l'a vu contre Durden, va sûrement check tous les leg kicks. Très très bien joué de sa part. Alors cet uppercut, oui, il est passé contre Durden, mais il ne passe pas toujours, hein. Souvent c'est dans le vide quand même. Et ce dont Cap va devoir se méfier contre Bruno Silva, c'est ce direct du droit là qui peuvent vraiment connecter et faire mal. Concernant les prédictions, comme je l'ai dit, il y a vraiment de fortes chances qu'un combattant avec autant d'expérience que Cap arrive à profiter des brèches et des failles dans le jeu de Silva. Je partirai sur un 55-45 en faveur de Cap. Après ça, on va avoir un combat très attendu entre Marcos et Yanez. Daniel Marcos, Adrian Yanez. Il s'agit de la catégorie Bantamweight. On est quoi sur 31 ans et 29 ans de l'autre côté. Encore 2 combattants qui viennent des Dana White Contender Series. Marcos, un combattant péruvien avec un bon menton et qui a tendance à fatiguer à la fin du 3e round. C'est un combat très attendu. Pourquoi Parce que en fait, Yanez a un formidable parcours au sein de l'UFC jusqu'à arriver contre le top 15, Rob Font, puis après Jonathan Martinez. Et là, il n'y arrive pas, 2 défaites. Alors il s'est relancé avec une victoire cette année contre Vinicius Salvador. À savoir si il va rebondir encore une fois contre Daniel Marcos et retenter sa chance pour intégrer le top 15 derrière. Ou alors est-ce qu'il est condamné à errer toute sa carrière dans le top 25 de la KT. Donc il a montré des bonnes choses. Il a montré peut-être des limites. Est-ce qu'il va savoir encore progresser pour faire les ajustements? La question c'est ça, est-ce qu'il est capable de faire les ajustements nécessaires pour encore progresser? En face, Daniel Marcos avec un parcours un peu plus récent à l'UFC, on va dire. Marcos que l'on considère comme invaincu à l'heure actuelle. Lui, cette dernière Contender Series, c'était en 2022. Ensuite, encore une fois, donc comme il est invaincu que des victoires, je vais quand même faire une parenthèse là-dessus. Son combat contre Davy Grant l'an dernier, pour moi il perd le combat. Il perd le combat en plus, je n'ai aucun doute parce que je donne tous les rounds à Grant. Donc j'ai du mal à saisir cette split en faveur de Marcos. Davy Grant qui est anglais, le combat était à domicile en plus, donc Grant s'est fait voler à domicile, comme quoi ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je mets toujours entre parenthèses Daniel Marcos invaincu. Bon, ça me pose un petit problème. Ceci dit, on va voir ce qui s'est passé, notamment justement depuis ce combat. Grosso modo, il y a des techniques de Davy Grant dans son approche. Il y a des points techniques que Davy Grant a mis en place pour mettre à mal Marcos et le battre. Donc Marcos a subi pas mal de choses. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis ce combat contre Grant, ce que Grant lui a fait subir, désormais, c'est lui maintenant, on l'a vu contre Castagneda, ça a commencé à se voir contre Aoki Lang, c'est lui qui va le mettre en place pour battre ses adversaires. Donc je ne sais pas si c'est une énorme coïncidence, ou alors si son camp, au niveau de son travail et de sa préparation, de son entraînement, ils étudient effectivement ses combats, là où ça a pu pêcher, et ensuite récupérer les techniques de ses adversaires pour s'en servir soi-même. Et je trouve, si c'est ça, c'est vraiment très intelligent, très fort, et surtout qu'il soit capable lui-même de les appliquer. Le combat va essentiellement se dérouler debout. On a vu très peu de phases de lutte et de sol sur les 3-4 derniers combats de chaque combattant. On voit que c'est pas du tout leur domaine de prédilection. Du côté de Yanez, on sait qu'il va travailler beaucoup sur les crochets et double crochets, et également il va essayer de placer le plus possible son bras arrière. Il va essayer d'insister là-dessus. Très bon body shot également. Au niveau de ses crochets, il y a également le fait d'envoyer son crochet du droit de manière très large.
en swing ou en bombe, et également d'attraper les kicks, et notamment les middle kicks, ce qu'on voit très souvent Marcos, de manière très forte en plus. Il les attrape pour envoyer ensuite en réponse des crochets, qui peuvent faire très très mal. On a vu Yanez encore contre Salvador très très bien esquiver certaines frappes. Du côté de Marcos, donc outre ses middle kicks, il a un très bon bras arrière lui aussi. Je pense pas que ça joue vraiment ici. Il a un bon bras arrière, de bon 1-2. Il va travailler notamment sur les remises, essayer de frapper son adversaire au moment où il essaye de se remettre après une frappe. Ça se voit sur sa droite. Alors sa droite, son bras droit, qui a fait très mal à Castaneda, placé soit vraiment pour le cueillir à l'entrée, soit juste après la frappe, au moment où il essaie de se remettre en position. Marcos est très à l'aise quand il arrive à... C'est ce qu'il a appris avec Grant, à vraiment pas trop reculer, toujours essayer d'avancer, grappiller, acculer, cadrer l'adversaire. Et là, une fois que l'adversaire est à la cage, vraiment il mettre la pression. La pression, pas en envoyant un grand volume. Marcos, c'est un combattant qui va très bien choisir ses frappes, être très patient. Il a gagné en précision. Il ratait il y avait beaucoup de déchets dans son combat contre Grant. Désormais, il connecte beaucoup plus. Ce qui va gêner Yanez, on le sait, ça va être les leg kicks. Tout ce qu'il a subi tristement avec ce combat contre Martinez, tout le monde le sait. Mais Marcos, il envoie ce qu'il faut aussi. Ce qui va gêner Marcos dans le jeu de Yanez, ça peut être les high kicks. Marcos, il est vraiment très 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 vulnérable là-dessus. C'est vraiment les high kicks, c'est son point faible. Yanez en envoie pas beaucoup, il pourrait essayer de travailler là-dessus et en profiter. Yanez est aussi capable d'envoyer des calf kicks, ce qui peut gêner Marcos. Là où je pense que Yanez va mettre la pression sur Marcos, c'est également sur les feintes. Quand Marcos est submergé de feintes, il ne sait pas trop vraiment réagir parce c'est quelqu'un quand même d'assez patient qui va choisir ses frappes. Là, il ne sait pas trop. Et là, il pourrait de nouveau se mettre à reculer. Je ne sais pas si Yanez y arrivera. C'est tout ce que Yanez a à faire, c'est faire reculer Marcos. Donc au-delà de ça, effectivement, attraper les kicks de Marcos pour lui rendre un bon crochet. Et sinon, travailler sur ce bras arrière, même de manière isolée. Sur un bon timing, ça passe. Ce qui va embêter Marcos, c'est aussi travailler vers l'extérieur, vraiment se déplacer autour et ne pas rester en face. Et enfin, le dernier point, ce sera les body shots. On a vu Yanez en envoyer contre Martinez, surtout en contre. Maintenant, il faut qu'il arrive à travailler dessus contre Marcos, parce que Marcos reste encore vulnérable là-dessus. Concernant les prédictions, c'est très difficile, parce que... sachant qu'en plus, les 2 défaites de Yanez, c'était par des KO, et un TKO, ouais. Sinon, ces 3 autres défaites en carrière, c'était des décisions. La question, là, justement, c'est de savoir est-ce que Yanez a fait les ajustements nécessaires pour se relancer dans la course dans le top 15 ? Marcos, de son côté, n'a pas encore eu une opposition comme celle qu'a eu Yanez. Si Marcos poursuit sur sa lancée, sur les progrès vraiment énormes qu'il a fait depuis 2-3 combats, là, effectivement, il partirait favori. Et il y a très peu de doutes là-dessus, d'ailleurs. Je pense que Marcos fait de très bonnes préparations. Là où Yanez, voilà, c'est justement ça. Comment il va aborder ce combat ? Il a déjà rebondi avec une victoire sur Salvador. Très bonne prestation. Yanez cogne dur. Marcos, il a un bon menton, mais il n'est pas non plus intombable. Des body shots qu'il avait notamment envoyés contre Martinez à plusieurs reprises. On l'avait déjà vu aussi auparavant contre Kelly. Plus à l'aise là-dessus d'ailleurs, les deux étaient gauchers. Marcos est droitier et je ne vois pas Marcos tant favori que ça. Je pense pas que ce soit plus de 55-45 pour lui. Pour moi, Yanez, je pense qu'il est capable de faire les ajustements dont je parlais. Le combat suivant, ce sera en catégorie featherweight au Cub Swanson contre Billy Quarantillo. Swanson, c'est quand même 20 ans de carrière, 43 combats, il a 41 ans. Ça c'est du vétéran. Et ce sera contre Quarantillo. Quarantillo, lui, il a 35 ans. Et il est dans une situation un peu difficile dans la catégorie. Des victoires, des défaites, c'est les montagnes russes. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce match-up, je vois quand même Swanson devant. En fait, c'est parce que je n'ai plus trop confiance en Quarantillo, il faut le dire. Et Swanson, quand même assez fiable, malgré son âge. Après, c'est l'âge qui peut changer quelque chose, mais moi, à titre personnel, déjà son dernier combat contre Fili, je trouvais ça très serré.
La split, il a perdu et c'était assez controversé. Le public était pas d'accord d'ailleurs dans la salle. Oui, parce qu'il gagne sûrement le premier round. Les deux suivants sont très serrés, donc ça peut partir chez l'un comme chez l'autre. Je pense que là où Philly gagnait le combat, c'était sur ses phases de contrôle en clinch, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et s'il amène au sol, il en fait rien. Donc, au total, si on regarde, même au niveau des frappes, je crois que Swanson était devant. Donc là, il va falloir qu'il continue sa carrière. Après 20 ans, il continue. Donc là, ce sera Quarantillo. Quarantillo, lui, par contre, ouais, c'est pas la même chose. Là, ouais, dans ce combat-là, qu'est-ce qui pourrait avancer comme argument? C'est jab. Très bon travail sur les jabs. Swanson, il peut être sensible à ça. Swanson, lui, ça va être son bras droit qui est excellent, que ce soit en direct ou en crochet. Il envoie de bons jabs aussi, hein. En plus, Swanson, il a un meilleur fight IQ. La Quarantillo, j'ai pas compris ce qu'il a fichu sur ses derniers combats. Même le cardio de Quarantillo, j'ai l'impression qu'il commence à être dans le gaz au deuxième round. Une défense qui est quand même assez poreuse debout au troisième round, troisième reprise. Les coups, il les prend. Il arrive peut-être... il rate beaucoup de frappes. Déjà parce qu'il se fait esquiver. On sait qu'en plus, Swanson, il a de bonnes esquives. Je vois pas, il a raté toutes ses entrées dans le top 15. Je pense pas qu'il y arrive contre Swanson. Swanson qui est même pas dans le top 15 maintenant, de toute façon. Donc pourquoi pas, le match peut être intéressant, effectivement. Est-ce que Quarantillo va faire la même stratégie que Philly, à essayer de le contrôler en grappling? Ça va même pas marcher parce qu'il a pas le niveau en grappling de Philly. De toute façon, Swanson se défend très bien. On l'a vu, il se relève tout le temps, il se détache tout le temps. Donc... l'avantage ici sera pour Swanson, selon moi, une victoire par décision ou par KO. Sur le main event, Covington contre Buckley, je suis très sceptique. Il y a des interrogations, pas sûr d'avoir beaucoup de réponses. Alors Covington qui revient, ça fait 1 an qu'il n'avait pas combattu, la dernière fois c'était contre Edwards. Covington, on va pas parler de ses affres en dehors de la cage, on va parler de la cage, même dans la cage. Donc 1 an sans combattre. Avant, c'était encore 1 an et demi sans combattre depuis son combat contre Masvidal. Covington, il a 35 ans, il n'est pas très grand. Il va bien sûr se croire plus fort que son adversaire. L'UFC le conforte un peu dans ses convictions parce qu'il est toujours bien classé. Alors pour moi, il y a un entre-deux. Je dirais pas qu'il est complètement nul. Je pense que même contre Edwards, on pourrait lui donner le premier et le 5e round. Selon moi, à l'heure actuelle, il est excellent au sol. Vraiment au sol, c'est une menace. Il peut se défaire des menaces. Il a su très bien se défaire des tentatives d'Edwards de le dominer au sol. Il se relève très bien. Par contre, niveau lutte, c'est pas ça. Et debout, c'est pas ça non plus. Donc pour moi, c'est pas non plus une catastrophe Covington, mais c'est clair que là, on n'est plus du tout sur... Bon, Covington, il est dépassé. Il est dépassé et là c'est un gros problème, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de se remettre en cause, parce qu'il ne se remet pas en cause de toute façon, on va le dire, il se croit toujours au top, du coup il va pas progresser. Il faut savoir que dans toutes les disciplines, dans tous les arts, quel que ce soit, n'importe quoi, forcément tout évolue, parfois à un rythme plus rapide que d'autres, ça dépend, tout évolue constamment dans chaque domaine. Donc si on veut rester au top, eh bien, il faut tout le temps s'adapter et tout le temps apprendre. Si à partir du moment on ne veut plus apprendre, on considère que c'est bon, on y est arrivé, et ben forcément, d'autres nous passent dessus. Donc Covington ne part pas du tout gagnant sur ce combat en se basant là-dessus. Tout ce qu'on a pu voir dernièrement, c'était un bras arrière. Un bras arrière quand il switch un bras arrière quand il est en posture de gaucher. Sinon, rien. La lutte, non. C'est laborieux. Ça veut pas dire que c'est raté, mais c'est très difficile. En termes défensifs, par contre, il est bon. On a vu encore faire un bon sprawl. Au sol, il est excellent. Mais si debout, il assure pas, Buckley, ils vont faire qu'une bouchée. Dans ce combat en main event, Buckley contre Covington, et bien ce qu'on peut dire déjà, c'est que Buckley, il gagne un peu au change, parce qu'il devait affronter Gary, classé sûrement numéro 7 à ce moment-là, et qui peut être un bourbier, on le sait, il peut pourrir un combat, Gary. Là, ce sera contre Covington, du coup, qui prend la relève. Et déjà,
Covington, c'est beaucoup plus prenable qu'un Gary. Et en plus, Covington est classé 6ème selon l'UFC. Eh ben pourquoi pas. Donc Buckley, il a 30 ans, il vient de Saint-Louis dans le Missouri. Il a un parcours assez particulier parce que suite à des défaites en middleweight, il descend d'une catégorie, il part en welterweight. Et là, il va enchaîner les victoires. De très belles victoires contre Fialho, contre Morono, contre Luque, contre Rusibouef et enfin dernièrement contre Thompson. Maintenant, on va se pencher sur la temporalité, le rythme auquel Buckley enchaîne les combats. Ça sera son 4e combat cette année. Déjà quand il prend Rusibouef, qui était une menace à ce moment-là, maintenant on a vu que il y a beaucoup de failles, mais il avait un énorme potentiel de KO power, Rusibouef. 2 mois, un peu moins de 2 mois, après avoir battu Luque, il enchaîne donc sur Rusibouef, il bat Rusibouef, mais dans son combat, on a vu pas mal de choses à revoir, enfin qui étaient entre guillemets inquiétantes, parce que c'est des choses qui auraient dû déjà ne plus être là, soit des choses qui sont revenues, il y a eu des choses dans le jeu de Buckley qui m'ont dérangé. Il enchaîne sur Thompson, c'était en octobre cette année. Et là, décembre, pour finir l'année en beauté, il devait prendre Gary, un bourbier, alors que il aurait pu quand même prendre un petit peu de repos. Non, prêt à combattre. Gary prend Shavkat à la place de Belal, et du coup, ce sera Covington. Donc 4e combat cette année. Et il enchaîne les victoires. Il est sur un momentum de taré. Je pense qu'il en profite parce qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il a tout à fait raison. Le rythme, cette cadence de combat, ça le dérange pas, donc autant qu'il en profite. Maintenant, niveau opposition, faut faire attention. Faut pas se brûler les ailes, arriver à foncer en ligne droite sans vraiment à chaque fois, entre chaque combat, faire le travail nécessaire, le travail sur soi pour vraiment améliorer son jeu dans le sens où on va gommer les erreurs, vraiment ne plus avoir de réduire toutes les brèches, les failles dans le jeu et trouver encore d'autres, élargir l'éventail des techniques à disposition, agrémenter sa boîte à outils. Ce qu'on peut dire basiquement de Buckley, c'est qu'il est gaucher, qu'il a une bonne allonge et un excellent cardio. Buckley est à 20 victoires pour 6 défaites en carrière, aucune victoire et aucune défaite par soumission. C'est important parce que les attentes qu'on a vis-à-vis de ce combat, enfin celles que j'ai en tout cas moi à titre personnel, c'est qu'il ne se fasse pas dominer au sol, qu'il ne se fasse pas soumettre. On va en parler. Le style de Buckley, ça sera pas du tout le même style que Edwards. Ceci dit, j'ai aucune inquiétude pour Buckley debout. Buckley sait très bien se jeter à l'assaut de son adversaire, avancer, pour l'acculer contre la cage, n'a pas peur d'aller à la bagarre, en brawl. Il a toujours d'excellentes esquives, que ce soit à tout moment en fait, même pendant le brawl. Il a une excellente responsabilité défensive debout. Il a mis en place ce système assez entre guillemets ingénieux où il avance le coude gauche en avant en protection pour envoyer en fait son bras droit. C'est très menaçant, ça peut fonctionner sur un Covington qu'on a vu un peu peureux debout contre Edwards. Ce qui va être redoutable, c'est son crochet du droit. Je rappelle que Buckley est gaucher. Il se déplace énormément. Maintenant, on va parler de ce sur quoi je pense qu'il devrait travailler. Déjà, on a vu quelques évolutions au niveau de la précision de ses frappes, savoir s'il touche ou il ne touche pas. C'était difficile quand il était encore en middleweight. Au premier round, ça touchait pas. Ça touchait très peu. Ça rentrait bien, même très bien au deuxième round. Ça s'est arrangé, on l'a vu dans dans le combat contre Fialho, qui connectait bien. On a vu qu'il trouvait les angles, l'impact, dès le premier round contre Morono, contre Luque, d'excellent timing, beaucoup de variété dans ses combinaisons, des déplacements encore plus dynamiques, on aurait dit un Guéris. Ce qui s'est confirmé, malheureusement, dans son combat, depuis son combat contre Fialho et qu'on a revu dans son combat contre Thompson, c'est qu'il a une très mauvaise lutte à la cage. S'il arrive à avoir on va dire un bon fight IQ en essayant de chercher, de trouver les bons angles, en analysant son adversaire, comme il avait fait deuxième round contre Curtis, on voyait certains signes comme ça. J'ai d'autres soucis par rapport à son fight IQ quand il va affronter Morono et qu'il va essayer de le mettre au sol. Alors je comprends pourquoi il aurait pu faire ça contre Rusibouef, parce qu'il a fait pas mal de tentatives de takedown, parce que Rusibouef pouvait représenter un gros danger debout, avec son KO power. Malheureusement, on a vu que s'il pouvait avoir un excellent cardio debout, quand le combat restait debout, s'il y avait trop de luttes, et on l'a vu contre Rusibouef, trop de luttes, à la fin, il était HS. Alors, est-ce que c'était parce qu'il n'a pas eu le temps de vraiment faire un vrai camp, bien s'entraîner et tout entre les deux combats? En tout cas, il a un excellent cardio, mais à voir si la lutte ne le fatigue pas trop. Alors, lutter pour quoi faire?
Alors, défensivement, on va dire que il a un niveau décent. Par contre, pour amener au sol, il a aucun maintien au sol. Il ne maintient pas ses adversaires au sol. Tous ses adversaires vont se relever. Et parfois même très vite. Il ne représente aucune menace au sol. Ça, pour moi, c'est un point à travailler. Disons que quelque part dans la KT, dans le top 10, des welterweight, on retrouve Gilbert Burns, on retrouve Shavkat Rakhmonov, on retrouve Yann Gary, on retrouve Kamaru Usman, on retrouve Léon Edwards, on retrouve Belal Mohamed. Sauf erreur de ma part, c'est pas des brels, en grappling. On sait que quand on arrive dans le top 10 d'une catégorie, il y a des risques d'être dominé en lutte et au sol. Ce qu'il fait au sol, quand il est dessus, ça va être du grand and pound. Quand il fait du grand and pound, il se fait sweep. Au niveau de la précision de ses frappes, à savoir si ses frappes touchent beaucoup ou pas, là pareil, ça s'était arrangé, puis finalement, ça ne l'est plus. De nouveau contre Ruziboev, on voit qu'il rate beaucoup de frappes, et contre Thompson également. Un pas en avant, je rate mes frappes et je me retire. Ceci dit, dans ce match-up, ça va pas forcément avoir un impact énorme. Je pense que sur ces points-là, c'est juste que j'aimerais qu'il prenne le temps de les travailler plutôt que d'enchaîner les combats. Certes, il va profiter un petit peu de gagner du star power, mais attention, parce que contre Yann Gary, ça aurait pu être la fin justement de ce passage-là. Là, il est dans la zone, très bien. Contre Yann Gary, une défaite, attention, faut se remettre après derrière. Ça aurait été une bonne chose d'ailleurs, comme ça il aurait pu travailler sur pas mal d'axes et revenir l'été prochain, été 2025. Mais même, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça. Je pense que là, 3 combats en 2024, c'est bien. Son combat contre Ruziboev et Thompson, voilà, des choses à revoir, à retravailler. Il y avait eu de l'amélioration, on est revenu un petit peu en arrière sur certains points. On reprend tout ça, on travaille, on bosse, été 2025, on revient encore plus fort, avec d'autres choses à montrer. Est-ce qu'on avait de solide à la base? On a consolidé les points forts qu'on avait. La seule menace qu'il pourrait y avoir de la part de Covington ici, ça pourrait être le sol. S'il est bête, comme il a déjà été un peu, on l'a vu contre Morono, et qu'il cherche à amener Covington au sol, Covington de toute façon, déjà que en soi Buckley ne représente pas une menace réelle à l'offensive, à l'attaque au sol, en défense au sol, il n'y a aucune chance que Covington se laisse faire. Donc Covington va se relever, et puis voilà. Sur le cardio subsistent des doutes, donc si Buckley ne trouve pas le KO, c'est peut-être, alors c'est une possibilité, Covington remporterait le 4e et le 5e round. Quand je parlais de l'excellent cardio de Buckley, je vais préciser, il s'agit des combats contre Morono et du combat contre Thompson. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le 2e et le 3e round, son coin lui dit, là faut let the dog out, faut vraiment tout donner, tout lâcher. Tu te lâches, t'envoies tout. Et c'est ce qu'il fait. C'était vraiment impressionnant à quel point il envoyait. Se jette sur son adversaire, l'adversaire est surpris, et c'est fini quoi. Il domine tout le round. On sait qu'il en est capable. À partir de tous ces derniers combats, ces 6 derniers combats, je ne peux pas prévoir là, face à Covington, je suis bien incapable de dire quel va être le game plan de son camp. Est-ce qu'ils sont capables de développer un blueprint contre Covington alors que ils étaient censés affronter Yann Gary? Je ne sais pas. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce qu'au niveau de la prédiction, je vois Buckley gagnant, mais je ne suis pas non plus hyper confiant sur cette prédiction. Un Covington par soumission, c'est possible, on va dire à 10-15%. Un Covington par décision, c'est possible aussi, on va dire à 5-10%. Voilà pour cette carte, merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt.